J'ai l'impression qu'après chaque attentat attribué à un radicalisé, il y a toujours la même question qui finit par revenir. Est-ce que l'islam est une religion violente? Et à mon avis, ce n'est pas une question intéressante, voire pas du tout. Laissez-moi vous dire pourquoi. Si je ne trouve pas cette question très pertinente, c'est parce qu'elle met dans le même panier à la fois la religion et les religieux. Ce qui est déjà un mauvais départ, car une religion est très dépendante de ses pratiquants. Et surtout, ça nous rend aveugles aux stratégies des terroristes et nous empêche de lutter efficacement contre eux. Pour simplifier les choses, on va commencer par diviser très grossièrement la communauté musulmane en 3 groupes. Un premier majoritaire qui suit un islam traditionnel et accepte le principe de tolérance, un second minoritaire extrémiste, et un troisième groupe réformateur, mais toujours minoritaire. Pour moi, la vraie question est plutôt de savoir lequel des 2 groupes minoritaires va finir par convaincre la majorité. Et je précise de suite qu'islamisme politique et islamisme terroriste ne sont pas la même chose. On a déjà vu des systèmes autoritaires sur fond de religion condamner les tueries de masse. Ici, on parlera donc de l'islamisme terroriste en Occident et au Moyen-Orient. Et aujourd'hui, je vais vous proposer 3 approches de ce phénomène terroriste. Chacune ses avantages et ses inconvénients. Il ne s'agit pas de savoir laquelle est la meilleure, mais plutôt de vous donner une boîte à outils qui peut aider à comprendre ce qui se passe. L'islamisme comme révolte face au système. La première école de pensée voit l'islamisme comme une sorte de rébellion face à la pauvreté, aux inégalités ou aux discriminations, qu'elles soient réelles ou ressenties. Il y a donc une idée intéressante qui est que l'idéal religieux n'est pas la motivation première. Après les massacres de novembre, Olivier Roy, un universitaire reconnu, définit le djihadisme comme une révolte nihiliste, c'est-à-dire un mouvement de contestation. En effet, pour lui, il ne s'agit pas de la radicalisation de l'islam, mais de l'islamisation de la radicalité. Si vous êtes perdu, je vous explique. Le problème ne vient pas d'un islam de plus en plus dangereux, mais d'une reprise de la foi musulmane au service d'une rébellion mondialisée. Je vous propose un schéma simple. Au XIXe siècle, face à la montée des inégalités entre la bourgeoisie industrielle et le prolétariat moderne, est apparu le communisme. Après la Première Guerre mondiale et la montée des logiques internationales libérales, est apparu le fascisme. Et maintenant qu'il n'existe plus le contre-modèle soviétique, on pourrait voir l'islamisme contemporain comme l'alternative la plus médiatique à la mondialisation et au libéralisme. Car la montée de l'islamisme serait une réponse à l'échec du néolibéralisme, à la succession des crises, aux fausses promesses des élites. Tout cela dans l'idée qu'un système engendre toujours un courant contestataire, et que l'islamisme propose cette attrape-tout idéologique où tout acte de révolte peut rejoindre sa cause, même quand il est perpétré par un malade mental dont le profil est l'opposé total du soldat de Daesh. Sans parler du fait que les victimes de l'islamisme ont tendance à l'encourager indirectement, c'est la glorification du terroriste par les médias pour faire de l'audience dans une société du spectacle. Mais Olivier Roy va plus loin et voit dans l'islamisme une révolte générationnelle, soit des jeunes issus de milieux peu pratiquants qui, en plus de se révolter contre leur société, se révoltent contre leur propre famille. C'est en tout cas ce que laissent entendre les profils des fameuses fiches S du renseignement français. Alors cette théorie d'Olivier Roy nous donne des indices sur les motivations de ces jeunes djihadistes, c'est vrai, mais ne dit pas grand-chose sur les sources de l'islamisme. De la facilité d'exploiter le Coran pour légitimer la violence. En effet, il a été dit pour le XXe siècle que l'idéologie avait remplacé la religion. Or aujourd'hui, ce serait plutôt le phénomène inverse, c'est-à-dire que le retour identitaire s'accompagne d'un retour religieux. C'est en tout cas ce que propose Gilles Kepel, le chef de file du second courant que l'on va aborder. L'islamisme existerait-il si Daesh ou Boko Haram venaient à disparaître? Oui, c'est très certain car ils ne sont pas la source du problème, mais une conséquence. Détruire Daesh en Irak le ferait réapparaître en Libye, par exemple. Du coup, est-ce la religion en elle-même qu'il faut blâmer? Parce que l'histoire de l'islam est liée à une histoire de conquête, il est facile de légitimer la violence en exploitant les textes fondateurs. Pour comprendre cela, il faut regarder au tout début de l'histoire islamique quand le prophète proposait à la Mecque une nouvelle religion appuyée sur le monothéisme et la charité. 13 ans plus tard, sa volonté de changer le modèle social est mal perçue au point qu'il est forcé à l'exil avec ses compagnons. Il s'installe donc à Yatrib ou la Médine actuelle où il recrute des partisans pour mener sa guerre contre ceux qui l'ont chassé. Et c'est à ce moment précis que le Coran promet des récompenses à ceux qui se battront jusqu'à la mort pour leur foi. Ce sont les fameux versets de l'épée. Et c'est là que se nourrit la complexe interprétation de l'islam et le fait que des prêches radicales soient faites. S'agit-il d'une religion de paix comme il était prévu initialement ou de violence comme ce fut le cas lors de son expansion? Vous savez déjà ce que je pense de cette question et qu'il est plus intéressant de se demander quel exemple va suivre la majorité musulmane silencieuse, celui des radicaux ou des réformateurs, car après tout, les 3 groupes s'appuient sur le même texte. On arrive alors au problème de la réforme profonde que les progressistes demandent, car bien que l'islam n'ait jamais été une religion fixe, l'apologie de la violence est toujours présente dans le Coran. En effet, pour se débarrasser durablement de l'islamisme violent, il faudrait supprimer les outils laissés à la disposition des radicaux, leur couper l'herbe sous le pied. Mais il y a un fait pourtant très simple que l'on oublie, l'islamisme est avant tout un moyen politique pour s'affirmer dans les pays musulmans en conflit. C'est donc avant tout une guerre au sein de l'islam, voire une guerre pour l'islam.
L'islam prit dans le piège des opportunités politiques. Beaucoup de personnalités musulmanes ou non ont appelé à une réforme de la religion islamique et de faire à peu près le même travail qu'aurait fait le protestantisme pour le christianisme. Seulement voilà, si on veut vraiment mettre en parallèle islam et christianisme, on se rend compte qu'on entretient peut-être de faux espoirs, car les changements religieux décisifs ne sont pas intervenus grâce à des religieux, mais bien grâce à des politiques. Aussi, il n'existe pas de religion qui soit fondamentalement violente ou pacifique. Toutes les religions ont été utilisées pour légitimer la guerre ou la paix, que ce soit le christianisme, l'islam ou encore le bouddhisme. En effet, pour se radicaliser, il ne suffit pas de lire une apologie de la violence. Imaginez, vous ouvrez votre Coran, vous commencez à le lire, tout va bien, seulement là, vous tombez sur un mauvais verset, vous tombez sur une mauvaise sourate. Et là, paf, vous êtes devenu djihadiste, sans même le savoir. Ah, c'est vraiment pas de chance. Si seulement vous avez lu un autre passage, tout aurait été bien dans le meilleur des mondes. Mais là, vous êtes foutu. Non, pour expliquer l'islamisme, il faut regarder les intérêts qui peuvent exister à former des milices ultra-violentes, les conditions politiques et sociales qui font que des gens veulent tuer et mourir. Le meilleur exemple serait celui de la guerre d'Afghanistan, où un réseau djihadiste a été encouragé et armé par les États-Unis. Ce qui a provoqué la naissance d'Al-Qaïda, puis l'éparpillement de la violence islamiste, en même temps que les radicaux revenaient d'Afghanistan et prêchaient contre les pouvoirs politiques de leur pays d'origine, souvent autoritaires et pro-Occident. Aussi, au Moyen-Orient, c'est parce qu'il existait des inégalités entre les communautés que l'islamisme est devenu un moyen pour renverser l'ordre politique établi. Le problème viendrait alors de la division théorique de l'islam rendue réelle par des conflits politiques. Des conflits entre des États musulmans, mais aussi au niveau national avec des politiques discriminatoires menées par des gouvernements issus de la décolonisation qui n'ont pas su restaurer le tissu social et ont appliqué une politique du diviser pour régner. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que l'islamisme n'est peut-être pas issu d'un manque de réformes théologiques, car ce n'est que de l'abstrait, mais plutôt d'un sérieux jeu de pouvoir avec de fortes rivalités. Et comme tout discours extrémiste a besoin de boucs émissaires, la violence contre les occidentaux ou d'autres populations musulmanes devient source de légitimité. J'aimerais terminer par une idée de François Burgat, qui est un spécialiste du monde musulman, pour qui notre situation actuelle correspond à un manque de logique entre nos politiques nationales et internationales. Pour vous rendre la phrase plus claire, si des islamistes ont frappé Charlie Hebdo, ce n'est pas uniquement à cause de ces dessins jugés offensants, mais aussi à cause des actions militaires occidentales au Moyen-Orient. C'est ce que nos politiques et médias veulent censurer, que l'hostilité anti-Occident n'est pas uniquement due à notre mode de vie, mais aussi à des opérations extérieures comme l'embargo sur l'Irak de 1990 à 2003, qui a provoqué, avec la complicité du président Saddam Hussein, entre 200 et 500 000 morts d'enfants irakiens. C'est parce que l'on ne s'interroge pas suffisamment sur les sources de l'islamisme, parce que l'on se focalise principalement sur les moyens des terroristes, que l'on ne parvient toujours pas depuis 20 ans à lutter efficacement contre cette violence. Alors la prochaine fois que vous entendrez parler d'un attentat attribué à un islamiste, demandez-vous pourquoi. Pourquoi et comment arranger le problème profond. Et là, vous commencerez à expliquer sans excuser.